un podcast Binge Audio. Il existe des êtres humains qui utilisent des enfants de leur famille comme objets sexuels. C'est très grave et très banal. Ça arrive tous les jours, dans tous les milieux sociaux, dans tous les pays. Ça s'appelle l'inceste. Ce sont des faits connus, prouvés, incontestables, démontrés encore et encore depuis des décennies en Occident par de très nombreuses enquêtes. C'est pas une question de famille tordue, marginale ou monstrueuse. En Amérique du Nord, en Europe, 5 à 10% des enfants sont victimes d'inceste. Dans un sondage Ipsos réalisé en novembre 2020 pour l'association Face à l'inceste, un Français sur 10 affirme en avoir été victime. Ça fait 3 enfants par classe. Typiquement, la première agression survient à l'âge de 9 ans, se répète sur une période de 4 ans. Dans les 2 tiers des cas, la personne qui subit ces violences sexuelles est une fille. Au nombre des victimes, on peut ajouter toutes les personnes en relation avec elle, les frères, les sœurs, les autres membres de la famille. Car comme l'a écrit mon invitée, l'anthropologue Dorothée Ducy, il y a pour tout le monde une incorporation de la peur et de la grammaire du silence autour de l'inceste. Ce qu'elle démontre dans son travail, c'est que le véritable interdit ou le soi-disant tabou de l'inceste, ça n'est pas de le commettre, puisque ça arrive partout, tout le temps, mais c'est d'en parler. On est toutes et tous concernés par l'inceste d'une façon ou d'une autre, et il se trouve que l'écrasante majorité des êtres humains qui commettent des incestes sont des hommes, à 96%. Et donc, dans ce podcast qui s'intéresse à ce qu'est la masculinité, à comment fonctionne le patriarcat, il faut bien se pencher sur ça. Qu'est-ce qu'il y a à déduire, à penser, à comprendre du fait que les incesteurs sont des hommes ? Dorothée Ducy est directrice de recherche au CNRS. Elle est l'autrice d'un livre remarquable sur le sujet, l'un des meilleurs que j'ai lu en sciences sociales, qui s'appelle « Le berceau des dominations ». Il était introuvable pendant des années et il vient très heureusement d'être réédité par Pocket. Bonjour Dorothée Ducy. Bonjour Victoire Toyon. Donc c'est une enquête que vous avez menée pendant des années à différents endroits. Vous avez été bénévole dans une association en France qui s'occupe des victimes d'abus sexuels. Vous avez été bénévole au Québec aussi. Et puis, à un moment, vous vous êtes dit que vous alliez faire des entretiens avec des incesteurs. Et comme vous l'écrivez avec votre ton humoristique, là, dans le livre, évidemment, c'est pas aisé à recruter des incesteurs. Personne n'a entendu à la machine à café quelqu'un dire « Eh bien, moi, je viole ma fille ». Enfin, ça se passe pas comme ça. Donc, la façon la plus simple, quelque part, de les rencontrer, c'était d'aller voir ceux qui ont été condamnés et ceux qui sont incarcérés. Donc, vous avez écrit à l'administration pénitentiaire, vous avez demandé les autorisations, vous avez envoyé une lettre aux personnes qui étaient condamnées pour ces faits-là, lettre qui est reproduite dans votre livre. Et vous les avez rencontrés, les détenus qui acceptaient, pour des entretiens longs, à plusieurs reprises. Est-ce que vous pouvez commencer par nous raconter comment ça se passait de rencontrer ces personnes ? Ce qui était difficile à supporter, c'est l'environnement de la prison, en fait. C'est de faire. J'ai fait beaucoup d'entretiens dans ma vie. Avant ça, j'avais travaillé 10 ans en Océanie. J'ai fait ma thèse en Nouvelle-Calédonie. Des entretiens d'anthropologie, comme dans le journalisme, on en fait. On est habitué. On rencontre des gens dans des tas de situations. Cette situation spécifique d'être en prison enfermé était difficilement tenable pour moi. Mais je pense que pour n'importe qui, c'est la pièce du parloir. Elle fait à peu près. Je pense si on étend les bras, enfin, je suis pas assez grande pour toucher les murs, mais à mon avis, c'est moins de 4 mètres, moins de 2 mètres sur 2, avec pas de poignée aux portes, évidemment, ni d'un côté ni de l'autre, pour ne pas pouvoir s'enfuir. Ça, c'est assez angoissant. Bon, je suis vite angoissée et me sens facilement enfermée. Ensuite, que vous dire, rencontrer des hommes de tous âges qui sont en prison parce qu'ils ont été condamnés pour avoir violé pendant des années des enfants de leur famille, ben évidemment, c'est difficile, en fait. Ceci dit, j'ai déjà rencontré des incesteurs, en fait. J'en ai rencontré dans ma famille, à commencer par donc des incesteurs qui sont des hommes que j'ai aimés. Bon, je pense que, sans le savoir, vous en avez rencontré dans votre vie. Statistiquement, en fait, tout le monde en a rencontré et que ces hommes qui étaient assis devant moi étaient pas différents d'autres hommes que je connaissais. En tout cas, a priori, la spécificité, c'est qu'ils étaient détenus. Pourquoi vous pensez qu'ils ont accepté de vous parler ? Je pense qu'il y en a qui ont accepté de me parler pour pouvoir
redire de façon perverse, en fait, de pouvoir reparler des abus sexuels qu'ils avaient imposés à des petits garçons ou des petites filles, que c'était une façon de les revivre et de se réérotiser, de se réexciter avec ça. Donc alors, il y a un continuum, en fait, de trucs un peu dégueux comme ça, et puis des hommes qui ont découvert la psy en prison, en fait, et du coup la parole, en fait, sur soi, et pour qui ça a changé le regard et dont ça a changé la vie intérieure, en fait. Et c'est des gens qui étaient en recherche de compréhension de ce qu'ils avaient fait. Alors, la question n'est pas de juger après coup, de réaliser que c'est bien, c'est pas tellement ça, mais de comprendre ce qui s'était passé pour eux-mêmes et pour leur famille. Ils étaient investis, comme moi, dans ce projet de connaissance. Alors mais chacun y va avec sa mauvaise foi, ses présupposés, ses partis pris. Je raconte pas une scène de bisounours, hein, je sais de quoi je parle. Mais bon, voilà, on est ensemble. J'ai posé des questions claires sur leur vie, leur vie de famille, l'inceste. Et puis j'avais des réponses aussi claires qu'on peut en faire quand on parle de sa vie, de ses actes, rétrospectivement. Vous faites remarquer que la question du nombre de victimes, comme on le disait au début, elle est très très bien renseignée. Par contre, il n'y a toujours pas d'enquête qui comptabilise le nombre d'agresseurs ou le nombre d'incesteurs d'enfants, jamais. Comme pour les violeurs, en fait. On n'arrive pas à savoir le nombre de personnes que ça concerne. Alors, écoutez, en réalité, je pense qu'on le sait parce que c'est pas hyper compliqué, en fait. Hein. S'il y a N personnes incestées, il y a N personnes pour les incester. Donc, en fait, on l'a plus ou moins le nombre d'incesteurs. Les violeurs, pareil, on sait très bien que les dépôts de plainte sous-représentent le nombre de viols. Bon, c'est pareil pour l'inceste, voilà. La question, c'est pas tellement de savoir combien ils sont, c'est de le dire. C'est de dire publiquement, de communiquer sur le fait s'il y a 5 à 10% de personnes incestées, il y a donc 5 à 10%, et les incesteurs sont des hommes, donc voilà. Des hommes qui prennent pour objet sexuel un ou plusieurs enfants de leur famille. Voilà, on l'a, donc on est 68 millions en France, c'est pas très compliqué, la moitié en gros sont des hommes. Donc on va dire 34, c'est ça? Je ne me trompe pas, voilà. Et 5 à 10% de 34 millions, ça nous fait... De 1,5 à 3,4 millions. Voilà, d'incesteurs. Concernés. Voilà, on a la réponse. Et alors du coup, on a la réponse, mais quand même, on ne peut pas mettre des points de suspension et ne rien en dire. On sursaute, on se dit, mais 1,5 million à 3 millions d'hommes ou de grands garçons, d'adolescents, ou d'hommes qui incestent des enfants, mais c'est colossal en fait. Il faut quand même y penser, il faudrait y réfléchir. Ce qui m'intéresse énormément dans votre livre et dans votre travail, c'est que vous les écoutez, vous les rencontrez et vous vous demandez pourquoi, comment ça marche, comment ils réfléchissent, comment ils se représentent leurs actes, qui c'est en fait. Et vous affirmez, vous montrez que dans leur immense majorité, ils n'ont pas spécialement de désir sexuel pour les enfants. Dans les hommes que j'ai rencontrés, alors c'est en écho, j'ai travaillé spécifiquement avec une trentaine en prison, mais j'ai rencontré par ailleurs des hommes qui étaient des incesteurs dans leur famille. Donc du coup, c'est à peu près toujours la même chose. Il y a quelques gars qui sont pédophiles, c'est-à-dire qui ont une inclination sexuelle spécifique pour les enfants, mais ils sont très peu nombreux. Le gros des troupes, ce sont des hétéros, d'ailleurs. Il y avait quelques homosexuels, mais le gros des troupes, ce sont des hommes hétérosexuels qui ont une vie d'hommes hétérosexuels et ils ont été mariés, enfin, ils ont eu une compagne ou des compagnes, voire une maîtresse, voilà, une vie d'homme lambda. Une vie sexuelle d'hommes hétérosexuels, sans particulièrement de frustration. Vous le formulez comme ça, ce sont des viols d'aubaine, en fait, et qui, juste parce que c'est plus pratique, parce que c'est plus facile, ils prennent un enfant pour assouvir leurs désirs et leurs envies sexuelles. Entre autres. Voilà. Peuvent avoir aussi... une des raisons basiques. Après, il y a plein d'autres raisons, mais l'écrasante raison... C'est ça. C'est ça, c'est de trouver excitant à un moment où ces hommes en ont envie pour satisfaire une petite montée de libido, de prendre pour partenaire sexuel ou pour objet, parce qu'on ne demande pas l'avis aux enfants, un des enfants qu'ils ont sous la main. Et un enfant, c'est facile à convaincre, ça ne se débat pas, ça ne va pas porter plainte,
il n'y a pas besoin d'opération de séduction et ça coûte pas cher, moins cher qu'une prostituée. Il y a un des hommes d'ailleurs dans vos entretiens qui vous dit ça. Enfin, quand vous lui demandez vraiment pourquoi, il explique que il aurait pu aller dans la ville d'à côté, mais il y a des prostituées, mais ça coûtait vraiment trop cher. Ça coûtait de l'argent, alors que sa fille, elle était là. Ben ouais, c'est ça. Non, mais c'est-à-dire c'est la réalité ça paraît. D'ailleurs, c'est insupportable. J'ai pas adhéré à son discours en l'entendant. C'est révoltant, dégueulasse de dire un truc pareil, de le penser en fait. Mais si vous voulez, moi, ma position d'anthropologue et l'intérêt de cette enquête, c'était d'essayer de faire sens avec le discours des gens. Je vais pas y aller en disant mais vous êtes dingue, mais comment vous pouvez penser un truc pareil ? Voilà, je suis pas. Mon travail, c'est de restituer leurs arguments, les justifications, voilà. Et donc il se trouve que les viols d'aubaine, c'est ça, c'est se servir tranquille des enfants, pourquoi pas s'il y a un enfant à disposition. Voilà, c'est l'occasion fait le larron en fait, et se servir pour assouvir un besoin sexuel. Alors se servir, mais c'est pas un one shot souvent. Il faut dire, mais vous l'avez dit en introduction, en moyenne ça dure 4 ans. J'ai pas envie de dire une relation, mais un inceste, des viols répétés, imposés, voilà, une situation d'inceste dans une famille. Donc c'est ces viols d'aubaine qui sont répétés dans le cadre d'une relation qui est imposée à un enfant quand même, ou à un adolescent pendant des années. Mais après, au fur et à mesure du livre, au fil des entretiens, vous montrez quand même qu'il y a des différences sur comment ils pensent, comment ils se représentent leurs actes, ce qui fait que ça arrive, et qu'en fait, tous les incestes, quelque part, se ressemblent, mais il y a des spécificités. Par exemple, vous dites que dans le cadre des incestes dans la fratrie, il y a une spécificité. Vous dites que vous avez à ce jour pas bien compris pourquoi, mais pour les personnes, en général les frères, qui commettent ces actes-là, ça leur paraît important que la personne qu'ils incestent n'y prenne surtout aucun plaisir et que ce soit vraiment complètement imposé. Oui, alors ça, effectivement, c'est quelque chose qui revenait dans les entretiens avec des personnes incestées qui ont été agressées par des frères ou des frères, pas des cousins, là je parle de frères, et en prison par des incesteurs qui ont eux-mêmes été incestés par des frères. Alors, je pense que là, on est, à la fois pas compris et compris, je pense qu'on est vraiment au cœur de la mécanique d'écrabouillement et de domination, parce que là, on dit des viols d'aubaine, enfin, on parle de ça là depuis le début de notre entretien. On met l'accent sur le fait que, oui, alors effectivement, ce qui rassemble toutes les situations d'inceste, c'est le sexe. C'est que c'est quelque chose, un moment de relation érotisée. Bon, alors, ce qu'il faut dire aussi, l'inceste, c'est aussi et surtout, et l'un ne va pas sans l'autre, un moment d'écrabouillement d'autrui. Et dans la relation incestueuse entre un incesteur frère et ses petites sœurs, ou sa petite sœur, ou son petit frère, ça, ce qui prédomine, c'est la volonté d'écrabouillement. Du coup, il y a moins d'écrabouillement, ou il est ressenti de façon moins visible, en tout cas, l'écrabouillement, si l'incesté, il prend du plaisir. Et s'il y a de l'excitation. L'incesteur frère a besoin de dominer et sans merci, sans s'inventer, sans se raconter la messe en fait, sans se dire que l'incesté est content, il participe ou est excité sexuellement. Non. Contrairement à ce que peuvent se raconter d'autres incesteurs de type les pères ou les adultes sur les enfants, etc. Où là, eux, ils peuvent se raconter que en fait, l'enfant est d'accord, que l'enfant est consentant, que l'enfant est demandeur, que ça lui fait plaisir, que tout ça. Oui, exactement, ouais. Alors que dans le cas des incestes dans la fratrie... Ils veulent pas ça. L'incesteur ne veut pas, ça l'arrange pas, ça va pas dans son discours ou dans son récit. Alors, là, quand on dit dans ce qui se raconte, comme si les gens étaient... Je parle, en fait, comme si les gens étaient uniquement dans la rationalité et dans la justification avec des arguments rationnels de ce qu'ils font. Mais on sait très bien, tous, sans parler ni d'inceste ni de viol, dans nos vies quotidiennes, ce qui nous anime, ce qui nous motive, ce qui conduit la plupart de nos gestes, c'est des motivations... dont on n'a pas toujours conscience, en fait, avec lesquelles on n'est pas au clair. On ne sait pas pourquoi on fait certaines choses plutôt que d'autres. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Évidemment, là, c'est paroxystique et c'est très problématique dans le cas de l'inceste et des viols. Mais en tout cas, ne pas savoir pourquoi on fait telle chose, ou disons que telle conduite qu'on a à répétition, genre, je ne sais pas, moi, je pense à, par exemple... je sais de quoi je parle et je pense que peut-être les auditrices et les auditeurs aussi, continuer de manger
entre les repas alors qu'on est en plein régime. On connaît ça, c'est des trucs qu'on sait bien qu'on ne doit pas le faire. On a un autre moteur intérieur, ça répond à, ça compense quelque chose, ça, voilà. On est tous traversés par des névroses, une vie inconsciente, on va dire, qui nous anime aussi et avec laquelle on compose sans en avoir conscience. Et dans les situations d'inceste entre adolescents et enfants plus jeunes, c'est le cas aussi. C'est ça que je voulais dire. Mais ça ne veut pas dire que les incestes sont commis parce que ce sont des pulsions. Par exemple, ce sont des choses qui prennent possession des gens comme ça et qui pourraient absolument pas réfréner et que ça leur arriverait comme ça, serait complètement incontrôlable et tout. Ça, c'est un autre mythe qui est attaché à l'inceste, l'idée que les personnes qui commettent des incestes auraient juste des pulsions, quoi. On dit la même chose pour le viol, en fait. Les violeurs, ce seraient des personnes qui, comme ça, d'un coup, subitement, auraient envie, justement une obligation sexuelle là, contre laquelle ils ne pourraient pas lutter, et donc ils attraperaient comme ça n'importe qui, parce qu'ils vraiment ils ne peuvent pas se retenir. Et vous répétez, et ça, j'espère que maintenant, ça commence à être compris et su, parce que c'est dit dans les discours féministes aussi qu'il n'y a pas de pulsions qui tiennent, en fait, parce que en réalité, si les gens avaient des pulsions comme ça, sexuelles de viol ou d'inceste, ils attraperaient n'importe qui dans la rue, au vu et au su de tout le monde et tout. Or, c'est jamais comme ça que ça se passe, en fait. Les incesteurs font bien attention à pas se faire attraper, à choisir certains moments de la journée, à choisir les lieux, les circonstances et tout. Donc, c'est pas des pulsions. Non, c'est pas des pulsions, pas du tout. Et d'ailleurs, en vous écoutant, je me dis, mais d'où ça vient? Enfin, il faudrait refaire une histoire de cette catégorie pulsion. De la pulsion. Mais qui a inventé cette connerie de pulsion? Parce que, mais quand même, c'est absurde, en fait. Ça manque de bon sens, cette histoire. Évidemment que les violeurs se cachent et après veulent pas se faire prendre. Et si c'était vraiment légitime d'invoquer la pulsion, mais il y aurait pas de problème de dire en cour de justice ou de dire, bah non, mais j'ai une pulsion, les gars, enfin, j'ai pas pu me retenir, j'ai pas pu me réfréner. Bien sûr qu'ils se réfrènent. Et alors, là, il faut aussi noter, c'est très intéressant, enfin, pour discuter cette histoire de la pulsion. Par exemple, je reviens à eux, les adolescents, non, on va dire les enfants incesteurs. Il y a des enfants prépubères qui incestent, qui violent des enfants plus jeunes qu'eux, leurs petits frères ou leurs petites sœurs. Et alors, donc, un enfant prépubère, il n'a pas de montée de libido, il n'a pas un garçon, il n'a pas d'érection comme ça, il n'a pas une montée de libido à 10 ans ou à 8 ans quand il va agresser sa petite sœur. Néanmoins, il l'agresse. Il y a aussi beaucoup d'hommes incesteurs, pas beaucoup, certains hommes incesteurs n'ont pas d'érection. Donc, il n'y a pas non plus une pulsion sexuelle au sens de montée de libido. Il y a une pulsion d'écrabouillement, sans aucun doute, mais qu'on peut garder pour soi et attendre le soir dans la salle de bain ou la nuit quand l'enfant... Enfin, on peut attendre un moment propice pour violer ou agresser un enfant, mais c'est pas forcément accompagné d'une montée d'excitation sexuelle. En fait, l'inceste, ça a à voir avec le sexe, ça n'a rien à voir avec le sexe à la fois. Ça articule les deux. On peut pas dire que ça n'a rien à voir parce que on impose quand même des choses sexuelles à un enfant. Ça veut pas dire que soi-même on ressent du désir. C'est pas une question de désir, par exemple. C'est pas trop, pour le coup, quel est le moteur. Parfois, si. Parfois, c'est le truc à la con. C'est la petite montée de libido et bing, et voilà. Et c'est en 5 minutes, c'est assouvi, on va dire. Mais pas toujours. Donc, ça articule quand même un désir fort de domination, d'écrabouillement, c'est-à-dire un écrasement, c'est un paroxysme de domination, et une dimension sexuelle. Un autre mythe qu'on entend énormément autour de l'inceste, c'est celui que les enfants ne commettraient pas d'inceste, puisqu'en fait, il ne s'agit que de jeux sexuels. Et donc, il y a une grande tolérance, en fait, pour ce type-là d'inceste aussi, où on s'imagine que les enfants aiment jouer sexuellement et qu'il y a des jeux sexuels entre les frères et les sœurs, et que c'est complètement normal et que les enfants jouent au docteur et tout ça. Et en fait, vous répétez et vous montrez que ça n'existe pas, en fait, cette histoire de jeu sexuel. Vous dites vous n'avez jamais vu, par exemple, ni entendu, ni dans vos recherches, ni dans votre enquête, des jeux sexuels, des soi-disant jeux sexuels qui existeraient entre enfants qui sont complètement égaux, c'est-à-dire entre des jumeaux ou des jumelles ou des cousins du même âge. Et c'est fou qu'on croit tellement à ça, là, à cette histoire de jeu sexuel aussi, qu'on le voit pas. Qu'on se dise qu'on voit pas qu'il s'agit d'une agression, en fait. On est plein à croire à ce mythe de on a joué à des jeux sexuels quand on était enfant. L'avez-vous fait? Avez-vous joué à des jeux sexuels avec, je sais pas si vous avez des frères, des sœurs plus âgés, et vous avez joué à des jeux sexuels avec vos frères et sœurs?
Et j'en ai parlé avec des amis, et on est tous et toutes très troublés par ça, en fait, parce que les histoires qu'on se raconte après, c'est pas... Écoutez, en fait, si ça vous a pas mise mal, c'est que ça vous a pas été imposé. Si ça vous a pas mise mal, mais qu'en fait, dans votre vie actuelle, vous avez, je sais pas, des problèmes relationnels, des problèmes conjugaux, des problèmes je sais pas, qui touchent votre sexualité, peut-être qu'il faut aller creuser un peu cette histoire. En fait, ça dépend à quel moment de la vie des gens on pose cette question de savoir si ça a été un problème ou pas un problème. Il y a des gens qui sont venus qui se rendent dans les associations de victimes d'inceste assez âgés, enfin, disons, après d'une longue vie adulte, on va dire, et qui, du coup, rétrospectivement, voient autrement leur récit sur ce qu'ils ont vécu plus jeune. Après, je vais pas vous dire, si c'est une agression que vous avez vécue, je vais pas vous dire ça parce que je vois pas de quelle place je parlerai ou comment je pourrais vous dire non, ce que vous croyez, c'est faux. Je sais mieux que vous ce que vous avez vécu. Les gens qui viennent dans les associations de victimes d'inceste, c'est tellement pénible de venir dans une association de victimes d'inceste, c'est tellement pénible d'entendre la souffrance des gens qui partagent leur expérience. Et si tous les gens qui participent au groupe de parole viennent et reviennent et viennent avec un discours qui est ce que j'ai vécu comme petite fille et ce que m'a fait vivre mon cousin ou mon grand frère ou ma grande sœur, j'en suis malade aujourd'hui, voilà, ceux que ça n'a pas rendu malheureux, ils ne viennent pas dans les associations d'aide aux victimes, en fait. Donc, on dit ça juste pour dire que y a un autre mythe qui circule qui est celui de l'inceste heureux, que ça aussi on entend ça, que systématiquement aussi on vous l'a dit à chaque fois, à chaque étape de votre enquête et tout, des gens viennent pour dire mais non, mais moi je connais quelqu'un qui a vécu un inceste heureux. En général on parle d'inceste entre frères et sœurs, et que ça aussi c'est pas possible en fait, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et là, vous me posez la question, je suis en train de me dire, mais du coup, je fais pas un entretien à l'envers, je vais pas vous dire, mais qu'est-ce que vous avez vécu ? Mais je suppose que vous n'avez pas vécu une situation un jeu sexuel, enfin une situation qui s'est étalée sur des années, où on venait vous chercher quand vous rentriez de l'école et on rentrait dans votre chambre et on vous déshabillait pour vous forcer. On parle d'autre chose. Là, l'inceste, la situation que j'ai rencontrée, qui est parfois qualifiée de jeu sexuel, pourtant c'est ça, c'est des enfants qui ont été sodomisés, violés par un grand frère ou un grand cousin. Ça, à aucun moment, personne peut appeler ça un jeu. Même un pédopsychiatre renommé ne doit pas, en principe, appeler ça un jeu. Il y a une idée qui est assez répandue et qui n'est pas complètement fausse, d'après votre enquête, qui est que certains incesteurs, ou en tout cas une forte minorité, au moins un tiers, ont eux-mêmes connu des relations sexuelles incestueuses quand ils étaient jeunes. Qu'est-ce qu'on fait de cette information ? Est-ce que quand vous en parliez en entretien avec certains d'entre eux qui reconnaissaient qu'ils avaient vécu ça, qu'est-ce que eux en faisaient de cette information-là ? Du fait que eux aussi avaient été incestés, et est-ce qu'ils arrivaient à faire le lien avec le fait qu'ils avaient commis des incestes ? Les hommes que j'ai rencontrés en prison y étaient déjà détenus depuis plusieurs années. Donc, c'est des gens donc il y a une injonction de soins qui accompagne en général la sanction pénale. Donc, c'est des gens qui étaient en psy depuis plusieurs années. Donc, oui, forcément, ils faisaient le lien, en fait, entre l'inceste, eux comme incesteurs et eux plutôt dans leur vie comme incestés. Mais, parce qu'il y a ce discours psy qui dit, vous racontez que dans les psys qui les accompagnent, les psys insistent beaucoup sur le fait que ce serait bien qu'ils mettent en relation ces deux faits quand même. Le fait qu'ils ont été incestés, le fait qu'ils sont incesteurs. Et vous dites que vous devez prendre acte de leur discours à eux, qui est que eux ne voient pas le lien en fait. Ils disent non, ça voilà. Ils disent et puis en plus moi ce que j'ai subi, en fait ça m'a pas traumatisé, ça n'a pas. Le problème de l'identification, des incestés, des petits-enfants incestés, garçons là en l'occurrence, qui deviennent des incesteurs, il y a un truc d'identification fort à l'agresseur, à l'incesteur, donc ils réincestent eux-mêmes. En étant incesteur, on est dans la peau de celui qui domine, qui écrabouille, et ça permet quand même, ça a un coût, après, d'ailleurs ils sont en prison, mais ça permet de ne pas se rappeler qu'est-ce que ça faisait d'être l'incesté, qu'est-ce que ça faisait d'être à l'autre place, ou ça permet de le voir, puisqu'ils l'ont en face d'eux au moment où ils agressent leur petit frère ou leur petite sœur, mais d'être dans la position de celui qui assène les coups, quoi. Voilà.
Quand ces gars-là me disent non, mais moi, ça n'a pas de rapport, j'ai incesté, enfin, je ne dis pas j'ai incesté, mais j'ai fait ça, mais ça n'a pas de rapport avec ce que j'ai vécu, c'est que ces hommes-là sont toujours pas en capacité, parce que c'est trop insupportable d'ailleurs, de se rappeler ce que ça leur faisait d'être incestés, en fait. C'est ça que ça dit surtout. Et du coup, ils n'ont pas non plus accès à ce que a ressenti leur petit frère ou leur petite sœur. Donc ça, j'en sais rien, je ne suis pas Madame Irma, mais je pense que la reprise des relations est difficile après dans ce cas. Les incesteurs que vous rencontrez en prison, contrairement là aussi à un autre mythe qui est répandu, en fait, ils sont pas spécialement maltraités, mis à l'écart ou tyrannisés par les autres détenus. Pourtant, moi j'étais persuadée de ça aussi, que les délinquants sexuels, les violeurs, ceux qu'on appelle en prison les pointeurs, ils étaient vraiment tout en bas de l'échelle dans la population des prisonniers, et donc ils subissaient à leur tour des violences sexuelles de la part des autres détenus. Et en fait, vous dites que non. Non, pas du tout, pas du tout. Je ne sais pas d'où ça vient d'ailleurs, moi aussi, je connais, comme tout le monde, le mythe du pointeur, tout ça, mais en fait, il y a ce qu'on a... Alors, les gens qui sont condamnés pour infraction sexuelle sur mineurs, ils écopent de très longues peines. Donc, ils restent très longtemps en prison. Donc, ils sont là depuis longtemps. Les voleurs de mobylettes ou de téléphones portables... Ou les dealers. D'abord, ils ne sont pas au même étage et les peines sont plus légères. Donc, en fait, on a l'impression qu'ils sont... C'est un peu vertigineux, d'ailleurs, quand on va dans un centre de détention lambda, la population carcérale compte beaucoup d'agresseurs sexuels. 40% en moyenne. Oui, mais c'est parce qu'ils sont là longtemps, en fait. C'est pas parce que... voilà. Et ils restent longtemps, donc, pendant que les autres... Voilà. Et en général, ces gars-là, les incesteurs, portent plainte, les incestés portent plainte contre eux tard dans leur vie. C'est assez rare que ce soit que de jeunes incesteurs soient en prison. Il y en a, je ne vais pas vous dire qu'il n'y en a pas, mais disons. Donc c'est des gars, les prisonniers que j'ai vus sont des gars dans la force de l'âge. Parfois c'est 40 ans, 50 ans, 60 ans, 65 ans. Bon. Et un petit voleur de mobilette, il va pas du tout aller... Enfin, personne ne va violer un homme de 65 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est absurde, en fait, de considérer ça. Qui est-ce qui irait lui casser la figure? C'est un monsieur... donc, dans la prison où j'ai enquêté, c'est dans une région lambda de France. Il y a même des surveillants qui connaissaient de leur village un des incesteurs. C'est un gars du village, quoi. Mais ce sont des gens, ce sont pas des voyous, les incesteurs. Donc il y a ils sont plutôt agréables comme population carcérale. Ce sont des gens, je veux dire bien élevés, ou en tout cas élevés comme tout le monde, avec un savoir-vivre. Bon, voilà, ils font pas de bruit. Non, il n'y a pas de problème. Par contre, ce que vous dites, c'est qu'ils ne disent pas exactement pourquoi ils sont là, à personne. Non, mais je vois pas pour qui ça fait des doutes, en fait. Je pense alors, je sais pas, parce que moi, j'ai pas séjourné en prison avec eux. Et mais vous leur avez demandé ce qu'ils avaient dit aux autres. Oui. Et en fait, vous dites, par exemple, c'est pas grave. Enfin, en gros, par exemple, ils sont là pour des violences sexuelles. Mais ça vaut mieux dire qu'on a violé une femme, ça, il n'y a pas de problème, ou de vieillir un peu là, à l'âge des victimes. Et surtout, qu'ils veulent surtout pas dire si jamais ils ont abusé de garçons ou de petits garçons. C'est-à-dire que c'est pire d'être considéré comme homosexuel que comme violeur, en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est chouette. Il faut pas être soupçonné d'homosexualité. Ben ça, c'est... Il n'y a pas qu'en prison, en prison comme ailleurs. Voilà, il faut pas être pédé. Faut pas être ci, faut pas être ça. Et par contre, violer une femme, si vous voulez, c'est pas vraiment un problème. Il n'y a pas d'opprobre, en fait, sur un violeur de femme. Je veux pas dire qu'il y a une complaisance non plus, mais enfin, c'est pas vraiment un problème. Ça peut être mis en avant comme, c'est une infraction qui est sanctionnée, certes, mais qui pourrait ne pas l'être, d'ailleurs. Enfin, disons, c'est apparemment admissible, puisque ça peut se dire entre détenus qu'on est condamné pour un viol de femme. Ça veut bien dire que c'est pas vraiment gênant, et en tout cas que c'est moins gênant à dire que d'avoir violé une petite fille, un petit garçon, ou des petites filles, ou des petits garçons, ou les deux. Bon. Je pense par ailleurs que... Alors, tous les gens ne sont pas loquaces, donc tous les détenus ne parlent pas toute la journée ensemble, ne papotent pas aux terrasses, pas de terrasses, mais dans les couloirs. Mais les gens sont détenus pour des années, donc je pense qu'ils
parlent ensemble, ils discutent, et éventuellement, en sujet de conversation, il y a le boulot qu'on a fait avant. Là-bas. Donc, ils savent bien les uns les autres qu'ils sont pas revendeurs de stupéfiants, voilà, ou voleurs de mobylettes eux-mêmes. Ils savent bien qu'ils sont là pour des très longues peines. Donc, je pense que nul n'ignore, en fait, en réalité, pourquoi les autres sont là. Bon, maintenant, on rentre dans ce sujet qui me fascine là. C'est les liens entre la masculinité, la violence et cette question extrêmement naïve que je répète tout le temps, en fait, de pourquoi les personnes qui commettent très majoritairement toutes sortes de violences dans nos sociétés, ce sont des hommes, en fait. Pourquoi ? Je peux vous interrompre là ? Non, parce qu'en fait, Alors, c'est le problème des violences objectivables. Mais quand même, il y a plein de femmes qui... Mais c'est pas objectivable d'ailleurs, c'est le problème. On peut pas, il n'y a pas de voie de fait, les femmes, elles ne cognent pas, elles ne violent pas, elles ne tuent pas avec un flingue ou avec un couteau leur conjoint. Et donc, on a l'impression qu'il n'y a pas de violence commise par les femmes. Alors je suis pas en train d'être anti-féministe, pas du tout, hein, c'est pas du tout ça. Mais quand même... effectivement, c'est-à-dire en fait tout ce qui compte c'est les trucs des hommes un peu. C'est presque une fois de plus, même dans leur violence ou dans leur façon spécifique et féminine d'être violente, les femmes, et d'écrabouiller des enfants de leur famille, des frères, des sœurs ou au boulot, hein, dans les sphères professionnelles. Et c'est invisible. C'est incroyable en fait, ce que les femmes font, c'est toujours invisible. Et même l'exercice de leur violence, il est un peu pas dit, pas étudié, pas analysé. Vous voyez ce que je veux dire ? On parle de celle des... Alors, je suis d'accord avec vous, hein. Ces violences que vous avez dites, le viol... Le viol, le meurtre, les coups... Oui, la guerre, allons-y. Ouais. L'inceste, c'est des violences qui sont commises... Ce sont des violences commises par les hommes. Mais je suis d'accord qu'on parle de celle-là, parce que j'ai travaillé aussi sur celle-là. J'ai pas travaillé tellement sur les autres. Mais quand même, les femmes aussi... commettent des violences. C'est simplement, elles sont moins faciles à objectiver. Voilà, j'ai dit ce que je voulais dire. Très bien, parce qu'on va tourner autour de... C'est des questions que j'ai là-dessus, parce qu'il y a plusieurs phrases dans votre livre qui rappellent ça, et qui, moi, du coup, m'interpellent en tant que féministe. Je pense que ça nous pousse à réfléchir plus loin au lien entre le patriarcat et la violence, la socialisation de genre et la violence. Parce que sur cette... donc, c'est indéniable, les incesteurs sont en très grande majorité des hommes, mais sur ce type de violence, comme dans d'autres, on entend des objections selon lesquelles, oui, mais il y a aussi des femmes qui incestent. Il y a aussi des mères incestueuses, il y a aussi des sœurs incestueuses. Et je m'interroge beaucoup sur ça, en fait, sur comment on fait, en tant que féministe, vous êtes féministe, je suis féministe, pour reconnaître la violence des femmes, le fait que, oui, parfois, il y a quelques femmes qui commettent des incestes, mais l'immense majorité, c'est des hommes, sans dire, du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas de lien avec la masculinité, et donc, en fait, les femmes sont aussi violentes que les hommes, et voilà. C'est compliqué à penser. Alors, dans ces cas-là, quand on n'a pas de réponse et qu'on voudrait avoir une réponse, et comment on fait pour raisonner ? Bon, moi, comme anthropologue, comme chercheur en sciences sociales, je vois s'il y a un cadrage, par exemple, quantitatif. De quoi on parle quand on dit « Ah, mais il y a aussi des femmes qui cognent et des femmes qui violent. » Bon. Alors, des femmes qui incestent, il y en a 4%. C'est pas beaucoup non plus. Je veux dire, c'est pas... Voilà. Et je n'en ai pas rencontré en prison parce que, à l'époque, ça a peut-être changé maintenant, mais... Alors maintenant, je sais qu'il y a des conjointes, par exemple, ou de violeurs ou d'hommes cogneurs qui sont condamnés. Mais bon, à l'époque, il n'y en avait pas dans la prison où j'ai travaillé. Mais j'en ai rencontré, en fait, dans l'association d'aide aux victimes à Paris, à Réville, là où j'ai travaillé. Parce qu'il y a des femmes qui sont venues, comme d'autres, assister au groupe de parole. Et avant que démarre le groupe de parole, il y a un protocole très formel où on lit des préambules dans lesquels on explique que sont bienvenus à la table, là, au groupe, des gens qui ont été incestés ou qui ont l'impression d'avoir été incestés ou qui supposent, voilà, il n'y a pas besoin d'être sûr, mais en tout cas qui n'ont pas incesté à leur tour, qui ne sont pas incesteurs. Ça, c'est une donnée, voilà, pour qu'il y ait de la confiance et pour que ça marche, il ne fallait pas être incesteur soi-même. Bon, il y a une série comme ça de choses essentielles qu'on rappelle. Et après coup, donc, il y avait des femmes qui venaient participer au groupe de parole et dans le courant des échanges et des partages d'expériences, on réalisait les uns les autres, en filigrane et à mots couverts,
que, par exemple, une d'entre elles, à un moment donné, alors, parler de l'inceste qu'elle avait vécu, ça, mais parler aussi de l'inceste qu'elle avait fait subir à une petite sœur ou à une petite cousine. Donc, j'en ai rencontré, cette longue digression pour dire, j'ai rencontré des femmes qui ont incesté. Mais c'est que dans ce cadre-là, c'est des femmes qui ont été victimes, et je pense, pour avoir lu un peu, il n'y a pas beaucoup de travaux, que les femmes qui incestent sont des femmes qui ont été incestées. Ce qui n'est pas le cas des incesteurs, pas forcément. Voilà. Mais donc, l'immense majorité des personnes qui commettent ces violences sont des hommes. Donc, les liens avec la masculinité, déjà, vous en avez fait... y en a un qui est évident, c'est que vous expliquez qu'une des motivations de l'inceste, ce qui le rend possible, c'est de croire, d'être persuadé que l'autre, les femmes et les enfants, en fait, sont des objets dont on a le droit de se servir, en fait. On peut déduire ça de ce que les incesteurs m'ont dit. Enfin, c'est moi qui le récapitule, ou d'ailleurs c'est vous, là, qui le récapitulez comme ça. Mais un homme qui, au moment de la sieste ou la nuit, quand il va dans la chambre de sa petite fille, il se dit pas les choses comme ça. C'est un discours qu'on reconstruit après coup, en parallèle, ou parce qu'après... c'est l'analyse qui permet de c'est dire l'analyse. ça. Mais non, mais justement, c'est hyper important, parce que c'est tellement intériorisé, ils n'ont pas besoin d'avoir de discours là-dessus. Ils se servent, quoi. Un peu comme, je ne sais pas comment vous dire, comme des logiques sociales qu'on a intériorisées. Les garçons qui jouent au foot dans la cour de récré à l'école primaire, ils se disent pas « je suis un garçon, je suis socialisé comme un garçon, j'ai le droit de prendre toute la place, et tant pis pour les autres gars qui sont d'ailleurs pas vraiment des vrais gars, parce qu'ils jouent pas au foot, et tant pis pour qui, c'est quoi d'autre à part les gars ? Ah ben non, il n'y a rien d'autre à part les gars. Elles sont transparentes, les filles. Bon, il se dit pas tout ça. C'est ça qui est intéressant, je trouve, avec mon métier. C'est de faire la part entre ce qui nous appartient comme individu et puis des logiques sociales dont on s'imprègne depuis tout petit par la socialisation. Mais sur lesquelles on n'a pas de discours. Et enfin, on peut en avoir un d'ailleurs, hein, quand on est militant. Enfin, quand on y pense, en fait. Si on y pense, on peut en avoir un. Mais la plupart du temps, on n'y pense pas, en fait, à la culture. Qu'est-ce qui fait la culture ? Mais de fait, au fond, c'est ça que ça veut dire. Mais c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, j'ai le droit de me servir des autres, oui. Parce que les autres sont des objets à ma disposition, dont j'ai le droit de me servir. Oui, parce que rien ne l'empêche vraiment, et parce que les autres ne comptent pas. Sont des objets, c'est-à-dire sont des objets sexuels, certes, mais c'est moi qui le dis. Je dirais parce que les autres sont des subalternes. Je pense que c'est ça qui est intériorisé, en fait. Pour la plupart des hommes, c'est que tous les hommes d'abord ne se valent pas, les chefs ou les forts, ils valent plus, et c'est que les individus, les humains ne se valent pas, et que les femmes sont subalternes. Et je pense que s'ils pensent ça, la plupart des hommes, et je le sais, enfin je veux dire, je suis pas la seule à le savoir, c'est qu'ils ont été, il y a une multitude de travaux d'ailleurs qui expliquent ça très bien en fait, c'est qu'ils ont été socialisés comme ça. Et s'agissant de la sexualité, ils ont eu des tonnes de littérature aussi, de films, de fiction, pour voir que leurs héros séduisent en toutes circonstances, qu'une femme qui n'est pas consentante, finalement, elle finit toujours par être consentante, que de toute façon, sinon on peut payer pour un service sexuel, et que si on paye, où est le problème ? Voilà. Et donc, ce qui est très intériorisé par les hommes, c'est que... il n'y a pas vraiment de raison d'entraver la satisfaction de leur bon plaisir. Ce que je voulais dire aussi, c'est que dans la société, il n'y a rien qui vient vraiment les démentir, parce que quand on voit que moins de 2% des plaintes pour viol aboutissent en faveur d'une condamnation, c'est quand même bien que c'est pas si pire le viol. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je veux dire qu'il y a un contenu pédagogique pour chaque homme. Je dis chaque homme, parce que les violeurs sont quasiment systématiquement des hommes, j'en fais pas, enfin voilà. Il y a un contenu pédagogique à ça, à l'idée que finalement c'est pas vraiment sanctionné, donc c'est que c'est pas vraiment un problème, c'est que c'est pas vraiment une infraction, donc c'est que c'est pas vraiment prouvable, c'est que au fond, cette histoire du consentement, on peut jamais vraiment faire la preuve d'un viol, c'est bien que il y en a pas beaucoup des viols. Donc même sont pas des violeurs potentiels, mais qu'un homme, un homme, j'en sais rien, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Mais ce que je veux dire et ce qui pour moi paraît important, c'est que rien dans la société ne vient démentir le fait que ils ont le droit, les hommes, de satisfaire leur égoïsme en fait et leur désir. Et en tout cas, violer, c'est
Ça fait partie des, disons, extorquer un rap, pas violer, parce que personne n'est un violeur, même en prison, et vraiment, ça c'est... Ils parlent pas de ce qu'ils ont fait comme des viols, ils disent pas qu'ils sont des violeurs. Non, parce qu'un violeur, c'est un salopard. Et les hommes, alors ça c'est aussi un des résultats de l'enquête qui est hyper intéressant en fait, c'est que personne se représente. Je sais pas d'ailleurs comment ça marche pour les... Ben non, mais pour les assassins, par exemple, dans les crimes conjugaux, le crime passionnel, enfin, je pense que très peu de gens se voient comme des sales personnes. Je pense que je sais pas quel genre d'acte il faut avoir commis pour avoir une représentation de soi comme un type ou, en l'occurrence, un type pourri ou un monstre ou vraiment un salopard ou une ordure. Voilà. En tout cas, un violeur, c'est vraiment un sale type. Et moi, les gens que j'ai rencontrés en prison, ce n'étaient pas des sales types. Ils se concevaient pas eux-mêmes comme des monstres ou des violeurs. Des violeurs. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas violé, parce que la représentation commune du viol, elle correspond pas à ce qu'ils ont vécu eux. Vous dites des 2 ingrédients dans la tête d'un incesteur ou d'un violeur, les 2 ingrédients indispensables du viol, c'est un pénis et la haine. Bah eux, ils n'ont pas la haine. Oui. Donc du coup, ce qu'ils ont fait, c'est pas un viol. C'est ça, j'avais oublié, c'est vrai, c'était bien résumé, mais c'est ça que je dis dans mon livre, c'est vrai. Et ils sont pas du tout haineux. D'abord, ils aiment beaucoup leur fille ou leur petite sœur, ou c'est pas, ils sont pas haineux, ils sont pas animés par une intention haineuse. Et ils n'ont pas non plus extorqué. Il n'y a pas vraiment la notion de contrainte, parce que elle ou le petit garçon ou la petite fille a fini par ne rien dire ou montrer des signes d'excitation sexuelle. Alors ça, si c'est pas un consentement, ça, voilà. Du coup, sont pas des violeurs. Mais le rapport avec la masculinité, je me dis, oui, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'être élevé comme un homme, c'est être élevé avec l'idée que son plaisir, ses désirs, ses inclinaisons sont assez importants pour justifier qu'on se serve des autres. Que la socialisation masculine, c'est différentes façons d'apprendre, souvent avec plaisir et jouissance, une subjectivité, une corporalité, une sexualité qui permettent à la fois de servir des femmes et en même temps d'en éprouver ni gêne ni remords. Et du coup, je me dis, avec vos travaux à vous, ça donne, en fait, la masculinité, c'est une façon d'apprendre avec plaisir et jouissance à la fois se servir des femmes et des enfants et à n'en éprouver aucune gêne et aucun remords. Bon, mais on regarde ça là, on dit ça là avec notre voix détachée et tout, mais on est effondré, non, quand on regarde ça en face. Enfin, là, on dit ça, mais parce c'est un entretien, on va pas s'effondrer, mais moi, j'ai été incestée, j'ai vécu le massacre, enfin, je veux dire, j'en parle, je suis pas du tout détachée. Là, je suis adulte, j'ai fait 100 ans, 200 ans de psychanalyse, toute ma famille a été en analyse, donc j'ai un peu de distance, je peux en parler, pendant des années, j'ai essayé de comprendre, c'est ça, la quête de savoir, c'est me réparer, c'est comprendre tout ça, tout ce que vous dites. Donc, j'ai pas pensé à m'interroger. Moi, sur le moment, je m'interrogeais pas sur qu'est-ce que c'est que la masculinité. C'est votre question à vous, et je trouve ça hyper intéressant. Je suis contente d'essayer d'y contribuer. Mais oui, c'est effondrant là, dit comme ça, ce que vous dites. Alors, dans ce que vous dites, j'ai en tête. J'adhère, enfin, je suis d'accord avec cette proposition là, d'apprentissage, voilà, dans la jouissance et machin. Je pense que on peut pas mettre tous les hommes dans le même panier. Bien sûr. Voilà. Non, mais du coup, je vais le dire aussi. En fait, j'ai rencontré dans ma vie, vous le savez, enfin, beaucoup de garçons qui sont devenus des hommes et qui ont été incestés. Et puis, j'ai rencontré aussi beaucoup de familiers, c'est-à-dire de frères, d'oncles, de cousins, de petites filles ou de garçons qui ont été incestés. Alors, cette phrase-là n'est pas valable pour eux, cette définition de la masculinité. C'est-à-dire que il y a beaucoup de perdants avec l'inceste. Il y a la personne incestée, mais au fond, il y a tout le monde autour, en fait. C'est atroce d'être... parlez-en avec Camille Kouchner, mais c'est atroce d'être la sœur ou le frère ou le cousin d'un enfant ou d'un adolescent, en l'occurrence, puisque je parle d'eux, qui est agressé sexuellement, ou de réaliser rétrospectivement qu'ils l'ont été. Et c'est hyper difficile de se construire. Ça, j'ai fait des entretiens, j'ai rien fait de cette matière parce que j'ai pas fait mon livre 2, mon livre 3 que j'annonçais, mais il y aurait de la matière pour ça. C'est atroce de se construire comme un homme dans une famille où il y a eu de l'inceste, si soi-même on n'est pas incesteur.
mais qu'on est un homme. Mais quel homme on peut être? Mais quel rapport à la sexualité on peut avoir quand ce qui a détruit notre petite sœur, notre mère ou notre cousine ou nos proches, c'est l'acte sexuel, c'est la sexualité masculine. Mais comment après on peut être un gars qui est fier, qui est à l'aise avec sa libido, avec ses érections, avec son pénis et avec la pénétration? Mais mais il y a plein de gars pour qui j'ai beaucoup d'entretiens là-dessus. J'ai pas fait d'article, j'ai arrêté de travailler. C'est pas un scoop, j'ai arrêté de travailler sur l'inceste, mais là, je trouve qu'il y a un travail à faire autour de cette matière et sur qu'est-ce que c'est se construire, qu'est-ce que c'est la virilité, qu'est-ce que c'est la masculinité et quel homme on est quand... parce que nous, comme femmes féministes, alors moi en plus je suis lesbienne, j'ai pas tellement de mal à avoir un discours féministe et critique vis-à-vis des hommes, encore que finalement, je sais pas s'il est... Enfin, il est critique, mais j'ai pas de partenaire sexuel homme dans ma vie. Donc voilà. Donc je pourrais être assez à l'aise pour attaquer fort, mais en même temps, ça, c'est pas mon travail, j'y ai pas d'intérêt. Enfin voilà. Et je vois bien, comme anthropologue, je suis bien obligée de travailler avec l'idée que plein d'hommes sont perdants avec l'inceste et plein d'hommes, la plupart des hommes ne sont pas des incesteurs et des violeurs, quand même, on va le dire aussi. Et du coup, en tout cas dans les familles où il y a de l'inceste, plein d'hommes doivent se construire comme des hommes et comme des hommes en but à la sexualité, à la masculinité qui détruit. Et voilà, et pour qu'elles ne détruisent pas. Et comment ils font alors? Eh ben ils rament. Ouais. Ils rament, ils souffrent et ben ils font comme tout le monde, ils font des années de psy et puis il faudrait lire mon livre que je n'écrirai pas, ou faire des entretiens autour de ça, mais ben ils font comme nous, ils y arrivent, ils se reconstruisent, ils construisent. D'ailleurs en fait, on en connaît sûrement plein autour de nous. Bien sûr, forcément. Tout comme on connaît plein de victimes d'inceste et qu'ils sont des victimes, il et elle, enfin toutes les personnes qui font partie des familles où il y a de l'inceste sont elles aussi des victimes, comment dire, collatérales, quoi, quelque part de l'inceste. Mais à la fois, ce que vous avez expliqué et écrit aussi, c'est que vous n'avez jamais, enfin par rapport au rôle des hommes dans l'entourage de la victime, c'est que il n'y a aucune victime vous n'avez pas d'exemple de victime qui ait été aidée par des hommes autour d'elle. C'est-à-dire que quand la victime arrive à nommer ce qui lui est arrivé, à dénoncer les faits d'inceste, etc., en fait, elle n'est pas aidée ni écoutée par des hommes autour d'elle. Jamais. C'est une constante. Et là, mais ça, c'est la difficulté de la vie, c'est qu'on est traversé de contradictions ou de paradoxes, en fait. Et ben, être un homme violé, un homme incesté, un ancien petit garçon incesté ou un ancien petit garçon qui a eu une sœur ou des frères violés dans la chambre d'à côté, eh ben on n'en est pas moins socialisé comme un garçon et comme un homme. Et donc avec ce rapport un peu, j'allais dire bizarre, ce rapport bizarre au viol, enfin, mais c'est pas un rapport bizarre, c'est juste un rapport très... Les femmes et les hommes n'ont pas la même... intériorisent pas les mêmes choses quand il s'agit de viol, quoi. Voilà, quoi. Et ces garçons-là, dans ces familles où il y a de l'inceste, eh ben, c'est quand même des garçons et ils ont quand même... c'est pas des subalternes, ni dans la famille, ni dans la société. Et voilà, ils ont la cour de récré pour eux. Enfin, je veux dire, ça n'en est pas moins des hommes. Et donc, ils peuvent savoir, ils savent, ils peuvent entendre, ils peuvent tout ça, mais c'est pas eux qui vont aider leur sœur ou leur frère incesté ou leur mère ou leur cousine, ou pas les femmes autour d'eux en tout cas. Ça, je trouve ça frappant comme résultat. Aussi. Non, mais écoutez, j'ai envie de dire là, quand on parle d'inceste et de viol, c'est toujours des trucs paroxystiques. Mais on a la même chose, par exemple, sur les tâches ménagères, le partage des tâches ménagères. Hein, ça fait quand même des décennies que tout le monde, hommes et femmes, est au courant que les femmes se tapent plus de tâches ménagères que les hommes. Les hommes aussi, ils le savent. Bon, bah, ils prennent pas plus l'éponge. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est le fait de savoir, enfin, c'est des choses qui cohabitent, le savoir, et puis Qu'est-ce qu'on fait ? Et puis qu'est-ce qu'on fait, ouais.
J'ai une dernière question qui est celle sur la place qu'on fait aux ancesteurs dans notre vie et dans les familles. Et ça aussi, c'est stupéfiant. Je l'avais entendu dans des documentaires, mais de le lire dans votre livre, qui est qu'en fait, l'incesteur, souvent, même quand l'inceste a été nommé, reconnu, même quand il a été condamné, en fait, il retrouve sa place dans la famille, une fois qu'il a purgé sa peine. Et qu'en fait, c'est les incestés qui sont expulsés des familles, c'est pas les ancesteurs. Et que les gens, en fait, ils modifient pas particulièrement leur comportement, même quand ils savent que la personne est incesteur. Ils font avec, quoi. C'est-à-dire que dans une famille où il y a de l'inceste, la personne qui fait du mal, c'est pas la personne qui commet l'inceste. La personne qui fait du mal, c'est celle qui révèle l'inceste. Le chieur ou la chieuse ou le fauteur de troubles ou celui qui vient bouleverser l'ordre familial, c'est la personne qui révèle l'inceste. Donc c'est cette personne qui est exclue, en fait. C'est logique de ce point de vue-là. La logique, c'est que tout concourt à protéger la dynamique familiale. Et la dynamique familiale, elle marche très bien. D'ailleurs, les révélations d'inceste, souvent, elles ont lieu des années après la fin des abus sexuels. Quand les petits-enfants incestés sont devenus adultes, indépendants financièrement, enfin, faut toute une série de raisons pour qu'ils soient en capacité de le révéler et qu'ils soient plus écrasés de trouilles, bon. Mais pendant ce temps-là, la famille, elle a très bien fonctionné. Et d'ailleurs, elle a bien fonctionné aussi en admettant qu'un adulte ou un adolescent de la famille violait de façon répétée un enfant de la famille. Ça l'a pas du tout fait exploser. Alors après, du coup, faut plutôt raisonner sur qu'est-ce que c'est faire du mal. Et ben là, à cette échelle-là de la famille, faire du mal, c'est pointer du doigt que le père a été défaillant parce que, il fait commis un acte monstrueux. Voilà, c'est ça qui est insupportable. C'est la révélation de l'inceste qui est asociale. C'est pas l'inceste. L'inceste, les familles s'en accommodent bien. Par contre, c'est dans 100% des cas, elles ne s'accommodent pas des révélations d'inceste. C'est insupportable et c'est ça qui fait péter la famille. Et vous avez cette phrase terrible, mais drôle, avec l'humour dont vous faites preuve dans votre livre. Vous écrivez « Soit dit en passant, c'est important de le noter, s'il en était autrement, compte tenu du nombre d'incestes et de viols, et donc d'incesteurs et de violeurs, plus grand monde ne parlerait à plus grand monde et le monde en serait bouleversé. » Dans ce que vous décrivez, les gens, ils en parlent pas. Ça ne change rien à leur comportement. Mais je me dis, comment on pourrait... Parce qu'en fait, souvent, ces gens, on les aime, vu qu'ils font partie de la famille. Et donc, par exemple, les exclure paraît insupportable. Mais quoi d'autre ? Que les exclure ? Ouais. Ou faire comme si de rien n'était, ne pas en parler, tout ce qui a l'air de se passer dans l'immense majorité des familles, en fait. Même les gens qui vont voir les détenus au parloir, ils parlent pas de ça. Enfin, c'est aussi une enquête sur le silence que vous faites, quoi. Le silence sur ce qu'ils ont fait, sur le fait que ça ne se dit toujours pas dans la famille, même après un procès, même après tout ça. Donc du coup, exclure. Exclure, pas exclure. Comment on vit après ça avec notre incesteur dans la famille. Comment les gens de la famille, ouais. Au Québec, il y a depuis des années, puisque moi j'y étais il y a très longtemps, j'y suis allée il y a presque 15 ans maintenant, avec le service correctionnel du Canada, et des psys, des universitaires et tout ça, ils ont mis en place, je ne sais pas si ça y est encore, mais à l'époque, ce qu'ils appellent un programme qui s'appelait le programme VISA, ça veut dire violence interdite sur autrui. Bon. C'était un dispositif pendant la peine de prison du détenu condamné pour viol incestueux, on va dire, la mise en place d'un dispositif de parole. En fait, ils invitaient le plus possible de membres de la famille, et même de la famille, de la parenté éloignée, disons des proches en fait de l'incesteur et de l'incesté, ensemble plusieurs fois pour parler, en fait, pour qu'il y ait un échange, parler de l'inceste, parler de la situation incestueuse, parler de ce qui s'était passé dans telle ou telle famille, et d'en parler avec le plus grand nombre de personnes dans la famille. Le fait de sortir l'inceste du silence, du système du silence, en fait, d'une grammaire où, même en prison, on ferme sa gueule là-dessus, on n'en parle jamais, 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 de ne jamais revenir dessus. Bon. Le fait d'obliger les gens à en parler, à faire circuler la parole, il n'y avait aucune récidive. Ça sortait la famille du système de l'inceste. Et d'ailleurs, on comprend bien comment ça marche. Enfin, je veux bien croire que justement, puisque tout l'inceste repose sur une grammaire du silence, et que l'inceste se reconduit dans la famille, puisqu'il survient dans une famille où il est toujours déjà là, et s'il se reconduit, c'est quand même qu'on s'est tu, que rien n'a été dit. À partir du moment où on met des mots,
et où on oblige on invite, quand même sur une base de volontariat, le plus de gens possible dans la famille à en parler, ça permet de reprendre des relations. Donc, autour de votre question de exclure, pas exclure, c'est dégueulasse, comment on peut c'est pas vous qui dites ça, c'est moi qui le dis, vous disons c'est le sens commun. Comment on peut continuer de voir un type qui a violé sa gamine ou ses gamins pendant des années? Bon. Ce type qui sort de prison, il reste le père ou C'est plus facile quand c'est le beau-père ou le compagnon, parce que des fois, il fait plus partie de la famille. Mais bon, si c'est un oncle, un cousin, c'est toujours la famille, il est toujours là. Et donc, on peut toujours l'exclure, il reste quand même, d'abord, c'est pas ce que font les gens, donc il faut quand même en prendre acte, il n'est pas exclu de la famille. Mais même si on le faisait, il resterait l'oncle, le cousin, le père. Donc effectivement, l'idée de parler, pas de ne rien faire, exclure sans rien dire, j'ai des familles qui continuent d'aller mal, ça. Je veux dire, les gens dans la famille vont pas bien, mais parler de ce qui s'est passé, parler de ce qui a été imposé aux enfants, que les frères et les sœurs qui parlent en fait jamais de ce qui leur a été imposé à eux, comme silence, comme obligation de ne pas voir, de se taire, voilà. Mettre en mots tout ça, pour chacun, c'est très important. Donc ce que je veux dire, mettre en avant là, c'est toujours l'idée que parler, échanger, faire circuler la parole, ne pas se débiner en fait, que les parents, que les adultes, donc qui deviennent après des grands-parents et tout ça, mais ne se débinent pas devant les questions que leur posent les anciens enfants. Ça permet après, donc on n'est pas obligé forcément d'être réconciliés, de vivre tous ensemble, mais ça permet de faire du sens. Et je crois que les gens, ils peuvent pas bien vivre s'ils n'arrivent pas à faire du sens avec ce qu'ils ont vécu dans l'enfance ou ce qu'ils ont vécu dans leur vie. Il y a une phrase qui m'a bouleversée, qui rappelle en fait le sens de ce que vous faites et le sens de votre travail. Vous avez écrit « Il me semble que d'écrire et prendre acte des violences, de leur spécificité, des effets qu'elles produisent, des conséquences qu'elles entraînent, est un premier pas vers la paix et la démocratie. D'écrire et dire la violence est un pas vers la paix. » Et je trouve que on le rappelle jamais, en fait, on le dit jamais. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ce travail-là, de regarder les violences en face, de les nommer, L'objectif du projet de connaissance autour de l'inceste, autour des violences dans la sphère domestique, peut-être toutes les violences, mais en tout cas, celle qui m'intéresse, c'est dans la sphère familiale. À mon avis, il n'y a aucun intérêt à comprendre comment ça marche si c'est pas pour, après, mieux s'entendre ensemble. Voilà. Le but ultime, c'est d'arriver à s'entendre les uns les autres dans les familles déchirées, d'arriver à trouver une voie pour se réunir et pouvoir être ensemble, sans qu'on n'arrive pas à vivre, en fait. Et si on fait pas un travail de connaissance sur soi, sur les autres autour de nous, on garde la colère, on garde de la rancœur et on n'arrive pas à se réconcilier. Et franchement, on est moins bien. Merci beaucoup, Dorothée Ducy. C'était la première partie de ce double entretien consacré à l'inceste et à la masculinité. Merci infiniment à Dorothée Ducy d'avoir accepté cette invitation à parler à mon micro. Moi, chers auditeurs, je vous conseille l'écoute de 3 documentaires sonores exceptionnels, remarquables dans leur forme comme dans leur réflexion, pour comprendre ce qu'est l'inceste, ses mécanismes, ses conséquences sur les victimes. Il s'agit de la série « Ou peut-être une nuit » de Charlotte Pudlowski, de la série « La fille sur le canapé » d'Axelja Njike, et de l'épisode 24 d'un podcast à soi, signé Charlotte Bien-Aimée. Vous retrouverez comme d'habitude toutes les références, les chiffres, les sources citées dans cet entretien sur le site de Binge Audio, binge.audio. Nous lisons toujours les courriers que vous nous envoyez à l'adresse lescouillessurlatable@binge.audio, ainsi que vos réactions sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été enregistré à Marseille, la réalisation est signée Julie Tépé, l'édition Naomi Titi et la production Camille Regache. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.